En fait, dès les années 60, l'histoire de la conquête spatiale va diverger du scénario échafaudé initialement par Walt Disney et Werner von Braun. En effet, pour les deux amis, et d'ailleurs pour de nombreux ingénieurs de la NASA, l'envoi d'une station spatiale devait logiquement précéder les missions lunaires. Or, c'est le président Kennedy, dans son discours du 27 mai 1961, à la surprise générale, pour ne pas dire à la stupeur générale, qui ordonne, pour des raisons politiques, la priorité à l'envoi de l'homme sur la Lune. Un rendez-vous qu'il fixe avant la fin de la décennie. On imagine l'embarras des scientifiques pas du tout prêts pour réaliser cet exploit. Et évidemment l'étude de la station spatiale passe alors complètement au second plan. Il n'empêche, entre 1963 et 1965, différentes études de stations spatiales sont réalisées. Le dimensionnement des stations spatiales va varier d'une étude à l'autre. Pour vous donner un exemple, l'un de ces projets consiste à réaliser une station capable d'accueillir un équipage de 24 personnes et disposant d'un hangar pouvant contenir un vaisseau capable de transporter 12 personnes. Une autre étude a cependant eu la préférence des ingénieurs de la NASA car elle prévoyait la gravité artificielle dans la station. Ça vous semble assez extraordinaire, mais ça a été réellement pensé par des ingénieurs de la NASA. Cette station, il faut l'imaginer, il faut se la représenter. Initialement prévue, elle devait avoir la forme d'un Y en rotation, comportant un moyeu central en apesanteur, accueillant le hangar destiné au vaisseau. Puis, 3 bras dans lesquels un équipage de 48 hommes pouvait vivre en subissant des niveaux d'apesanteur variables. On n'est pas très loin des stations que se représentaient Disney et Werner von Braun au tout début des années 50. This advanced base, or space station, will be headquarters for the final ascent to the moon. Our space satellite will have the shape of a wheel, measuring 200 feet across. Its outside rim will contain living and working quarters for a crew of 50 men. Just below the radio and radar antenna is the atomic reactor. Its heat will be used to drive a turbo generator, which supplies the station with electricity. Access to the station will be through an airlock in the hub. The 3 large spokes are elevator shafts, and the small pipes are used as condensers for the turbo generator and the air conditioning plant. The entire wheel will slowly rotate at 3 revolutions per minute. The resulting centrifugal force will produce an artificial gravity for the men in the rim. Notice that the floors are placed so that the men stand with their heads toward the hub. The wheel is divided into 9 sections. The first section is headquarters and communications. The next section will be for Earth weather observation and prediction. Military reconnaissance experts, aided by powerful optical and radar telescopes, will observe every point on the globe as the space station makes its complete trip around the Earth every 2 hours. Next is the emergency hospital section. And then the astronomy division, where men will keep an eye on the rocket ship as it makes its trip around the moon. The rest of the space station will house calculating machines, maintenance facilities, air conditioning equipment, living quarters, and even a botanical and zoological laboratory. This entire space station will have to be prefabricated and tested on the ground. After dismantling, it will be transported in pieces up to the orbit. Construction of the space wheel now begins. The sides of the cargo nose are mechanically separated. Built-in tanks of compressed air inflate this large plastic inner section of the hub. Thin metal plates are immediately clamped on the outside to protect it from meteors. The first workday in space draws to a close. Every 24 hours, another cargo rocket will arrive in the orbit. When the airlock is attached, the
pressurized hub section can be used as temporary quarters for eating and sleeping. Each succeeding load is carefully scheduled so that the parts of the station can be assembled in correct order. Nylon ropes prevent the parts from slowly drifting away. Next, the atomic reactor is installed. The wheel begins to take shape now as the three main spokes and rim sections are joined together. Condenser pipes are fitted next so that the atomic reactor may be put in operation. Even though there's no apparent motion, everything in the orbit is hurtling around the Earth at 16,000 miles per hour. The shell of the station is completed. Now comes the delicate task of installing instruments and the multitude of equipment inside. Finally, two small rocket motors on the rim, lasting for a few seconds, will set the wheel in permanent motion to revolve 3 times a minute. Pourtant, en 1964, dans un contexte de réduction budgétaire, von Braun va être contraint de réviser ses objectifs à la baisse. La station spatiale envisagée aura finalement une taille réduite. Ce sera Skylab. Vous vous souvenez peut-être de Skylab. Skylab, le laboratoire du ciel. La première station spatiale sera finalement lancée par la NASA en 1973, dans la continuité du programme Apollo. Cette station qu'on envoie dans l'espace, c'est une première, c'est pour ne pas dire de l'improvisation. Enfin, je ne pense pas, mais en tout cas, dès le lancement, la station va perdre une partie de son revêtement thermique et un de ses panneaux solaires. Et pourtant, Skylab est viable. 3 équipages y séjourneront entre 1973 et 1974, dont le dernier, durant près de 84 jours, va établir un nouveau record de durée de vie dans l'espace. Finalement, faute de budget, la station est mise en sommeil et l'intensité inattendue de l'activité solaire que Skylab était justement chargé d'observer dégrade son orbite. La station spatiale, alors qu'elle devait reprendre bientôt du service, se désintègre en rentrant dans l'atmosphère en juillet 1979. Alors, vous allez me dire, petit programme minable Skylab. Eh bien, en réalité, par rapport à l'ISS, Skylab est un palace. Salle de sport, labo, salle de repos, salle de bain avec douche. À côté de ce palace flottant, de cette villa romaine, l'ISS ressemble à un vulgaire relais routier. Il y a aussi ces spectaculaires séquences vidéo de Skylab qui sont assez longues et où l'on voit l'équipage courir dans une sorte de roue à la façon d'un hamster. Et là, difficile de parler cette fois d'élastique ou de vol en 0G.
Si nous partons du principe que tous ces programmes sont pourtant du spectacle, un spectacle d'illusion, alors la question qui se pose logiquement, c'est comment ont-ils fait? Eh bien, justement, il y aurait bien une piste. Cette piste, c'est la lévitation. Des chercheurs ont mis au point un système de lévitation par électromagnétisme et qui fonctionne précisément sur la base d'un anneau. Dans de vastes laboratoires en Europe, aux États-Unis et au Japon, des physiciens travaillent avec des champs magnétiques 10 000 fois plus puissants que celui de la Terre. C'est amusant. Et nous avons beaucoup de surprises. Il en coûte beaucoup moins cher de créer une microgravité en laboratoire que de faire ces expériences dans l'espace. Une expérience qui coûte des centaines de milliers de dollars dans la navette spatiale en coûte 1/50e dans un laboratoire magnétique. Nijmegen a été le premier à procéder à la lévitation magnétique sur des êtres vivants. Le petit tube du lévitateur magnétique avait toujours limité la recherche à de petites créatures comme des araignées ou des grenouilles. Et ces bêtes ne semblent pas souffrir de la pesanteur à court terme. Mais qu'en est-il d'un organisme humain soumis à la lévitation magnétique, même brièvement? André Geim croit que les risques sont très minces, parce que les gens ne ressentent aucun effet secondaire des puissants appareils magnétiques que l'on utilise en médecine moderne. C'est l'équivalent du champ magnétique que la grenouille et l'araignée ont connu. Et les humains, comme vous le savez, sont les êtres les plus sensibles que vous pouvez imaginer. Si l'humain ne ressent rien, la grenouille ne ressentira rien, elle non plus. Maintenant que l'on peut faire léviter un animal dans un champ magnétique, qui sera le premier humain à se porter volontaire? Les gens se demandent s'ils peuvent faire léviter une grenouille, un lit ou encore leur grand-mère. Faut-il s'étonner si la NASA s'est curieusement rapprochée de ses chercheurs universitaires et qu'on n'ait plus jamais entendu parler de cette possibilité de faire léviter des corps? La NASA, c'est la question que je vous pose, avait-elle déjà la connaissance de cette technologie il y a une trentaine d'années? A-t-elle placé ses chercheurs sous contrat pour mieux enterrer leur découverte? Nous allons nous contenter, à présent, de vous montrer des documents très troublants, accablants même, et qui viennent renforcer l'idée selon laquelle la NASA nous ment et recourt à des trucages pour filmer ses missions dans l'espace. Pour commencer, une chose importante à savoir, il existe sur Terre, dans les infrastructures de la NASA, une copie de l'ISS, copie conforme, réalisée à l'identique, jusque dans les moindres détails. On peut le voir ici, avec ce documentaire réalisé en hommage de Scott Kelly, le plus fameux astronaute de l'ISS, ayant alors annoncé son départ à la retraite. This is Scott Kelly aboard the International Space Station. I'm David Curley, ABC News in Houston, and I'm standing in part of the mock-up for the space station. This is where astronauts learn what it's going to be like to be in space. And Scott Kelly has given me quite a bit of fun over the last several years. The first thing was a tour of this mock-up and where he was going to sleep. Pretty small compared to normal bedroom What is that, standards. 3 by 3 by 6? Yeah, it's kind of like a big phone booth.
And a little story of what happened here in Houston. Kelly and I were walking by some of these mock-ups here in Houston, and somebody said you can't get into the Soyuz. Well, Commander Kelly asked me if I wanted to get in. How do you pass that up? This is like a sardine can. Yeah. And sitting in here. Oh my gosh. Oh, you really have to bend your knees. I mean, this is 4 hours is not uncomfortable. It's incredibly painful. I heard the two of you fought till you were 15 every day. We were still good friends, except when we were trying to kill one another. You get the easy part of this. The really easy part. But I get the fun part. At least for a while. Officiellement, pour justifier un tel souci du détail, la NASA prétend que cette copie a été réalisée pour habituer les futurs astronautes à leur habitacle spatial. En réalité, ce décor aurait finalement très bien pu servir de studio. Je pense notamment à cette vidéo extraordinaire de l'interview de Scott Kelly et accompagné d'un de ses collègues. En arrière-plan apparaît alors l'envers du décor qui se reflète dans le hublot du sas fermé du module. Il y a en effet visible soit le caméraman, soit l'assistant qui se déplace. Et évidemment, on voit bien qu'à la différence des astronautes, celui-ci n'est pas du tout soumis à la pesanteur. Dans cette séquence, l'apesanteur est simulée. Les astronautes, plutôt statiques, sont probablement en partie suspendus par des câbles. Vous verrez d'ailleurs comment celui de gauche essaie maladroitement de cacher la marque du harnais qu'il porte sous son t-shirt avec son bras. Ceci dit, on comprend mieux le côté décontracté de l'équipage, t-shirt, bermuda, malgré le danger de chaque instant, la mort qui rôde. Je veux parler de ces millions de débris minuscules qui pourraient à tout instant perforer l'habitacle et provoquer un désastre. La NASA, quant à elle, propose une autre explication que la mienne pour justifier cette décontraction. Dans cette séquence officielle que vous allez voir, consacrée aux débris, et à la façon de les éviter, deux ingénieurs brillants affirment que la NASA a trouvé la parade aux débris de 1, 2 et même 30 cm. En réalité, selon la NASA, l'ISS est capable d'effectuer à tout instant des manœuvres d'évitement. Voyez plutôt. Hi, I am Dr. J.C. Liu, the NASA Chief Scientist for Orbital Debris at the Johnson Space Center. And hi, I'm Brian Corley, the lead of the ISS Trajectory Operations and Planning Group at the Johnson Space Center. Welcome to Mission Imagination. How did you get into this line of work? I came to Johnson Space Center as a postdoc research fellow more than 20 years ago. From a very young age, I used to love math and science. I also enjoyed building things and, more importantly, taking them apart to understand how they work. My initial research focused on the dynamics of asteroids, comets, and meteoroids in the solar system. Ultimately, I achieved an aerospace engineering degree and figured what better place to put that into practice than here at Johnson Space Center, where we send people into outer space. What is orbital debris? The term orbital debris is used to describe any human-made object in Earth orbit that does not serve any useful purpose.
Typical examples of orbital debris include spent rocket bodies, retired spacecraft, and breakup fragments generated from explosions or collisions of rocket bodies or spacecraft. Why do we care about orbital debris? There are two reasons. First, the increasing number of orbital debris in the near-Earth space environment, and second, the high impact speed in space. This aluminum block is about ½ an inch thick, and this penetration damage was caused by this tiny object here. Its diameter is only 1/8 of an inch. The impact speed that caused this damage was 7 kilometers per second, which is actually lower than the average orbital debris impact speed at the International Space Station altitude. How is the crew protected from orbital debris? The space station has shielding to protect it from small particles about the size of the end of your fingertip, or 1 centimeter. For larger particles about the size of your fist, 10 centimeters, we can track those from the ground. If they pose a risk to the space station, we actually move it out of the way. If the space station were to be penetrated by orbital debris, the crew is trained and has procedures to detect the leak and patch it to save the ISS. How do avoidance maneuvers work on the International Space Station? The first step in protection is tracking the debris. The Air Force uses radars to track the 23,000 objects in space that are larger than your fist, and they notify us if something comes within a certain volume of the ISS. This is a highly choreographed process which involves mission control in both Houston and Moscow, since the engines to perform the maneuver are Russian-controlled. Under typical circumstances, we have a couple days to evaluate the risk and plan the maneuver, but it can be performed in as little as 3 hours. If the risk is higher than 1 in 10,000 and a maneuver cannot be performed, the crew will enter their respective return vehicles ready to perform an emergency undock should a collision occur. How do we manage the orbital debris problem to better protect future space missions? The most important step to manage the orbital debris problem is to limit the generation of new debris in the future. There are existing policies and guidelines at NASA and at the international level to limit the generation of new debris. Orbital debris is a very difficult problem. It will require a good international effort to mitigate the orbital debris problem to better protect future space missions. Now it's time for you to put science, technology, engineering, and mathematics to work, something we do at NASA every day. Good luck on challenge number 4. Inspire, Explore, engage, mission, imagination. Ainsi, au moindre débris repéré, il ne précise pas repérer comment, hein, à l'œil nu ou au radar, ça on ne sait pas trop. Mais enfin, je ne vois pas comment les radars pourraient repérer des débris de la taille d'un ongle. Et puis, à l'œil nu, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait un poste de vigie dans le module au sommet de l'ISS, avec longue vue pour s'assurer de la nature de la menace. J'imagine à l'autre bout de l'ISS, dans un petit réduit, un membre d'équipage derrière un pupitre de commande, tout dégoulinant de transpiration et prêt à enclencher la fameuse manœuvre d'évitement à la moindre alerte. Façon, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Où en sont les choses, commandant? And you can see an amazing model. Gee, why would you build the International Space Station out of a bunch of long, thin segments that can easily break at the joints? So there's their fairly realistic view of the rest of the International Space Station. The International Space Station was made piecemeal. They started off with one section and then they added another section. It consists of a bunch of tubular sections which are joined together. It's an ad hoc design. Here are a few scenes from the tour of the International Space Station that they take you on. And I noticed that there's no airlock between sections. This means if there's an air leak in one section, they will be affected in all sections. They're quite likely to all die. You could wear the spacesuit, that would work for a few hours until you had to eat, and then you'd have to
take the spacesuit off and you'd be exposed to the vacuum of space and you'd be dead. The porous plate sublimator only lasts for a few hours anyway. Sometimes they're tethered. Do they have tether points on the inside of the International Space Station? Not likely. They don't really design it with life in mind. You could argue that they all scramble into the Soyuz and try and get back to Earth in the event of an air leak. Well, that would be very odd. They would have to completely change and recalculate all of the re-entry parameters if you're going to cram all 11 people or however many people they have on there. They have many people on the station at the same time. You also couldn't cram that many people, all 10 or 11 of them, into the one Soyuz at the same time. They only ever have one emergency Soyuz escape capsule. You couldn't cram them all in. It's very odd that they're up there in this life-threatening situation where an air leak could happen at any time and they could all die, and there's not even enough lifeboats for them to make it back to Earth. Having no airlock in between sections is very odd. The more sections they add to the International Space Station, the more dangerous it becomes, and yet they don't care. They just add as many as they like. Yippity-doo-dah, yoo-hoo! Let's all die in space! It will be just like that Sandra Bullock movie, Gravity, only the dying will be real. Lots of things could go wrong. They're on the edge of death every second, yet they act like giddy children with gay abandon.